bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir pour certains, bon après-midi pour d'autres, etc. Je pense... Bonjour. Bonjour. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Je voulais juste dire merci aux uns et aux autres qui ont pu joindre cette session qui va nous permettre d'échanger sur comment élaborer de bons résumés pour la conférence à venir. Et je pense que ce que nous avons prévu, c'est procéder à un, je vais dire, on va procéder on va écouter les uns et les autres qui ont des questions et nous allons au fur et à mesure centraliser ces questions-là en vue de répondre selon le domaine qui est adressé. Parce que je rappelle qu'il y a le domaine de recherche, il y a le domaine plaidoyer et ensuite il y a le troisième domaine qui est le domaine des interventions, je vais dire. Alors, donc, sans plus tarder, je ne sais pas s'il y a d'autres procédures à suivre, mais je pense on peut dire qu'on est en plein après cette introduction brève là pour entrer dans le vif du sujet et permettre, bien sûr, aux uns et aux autres de pouvoir répondre et poser les questions. Je vais peut-être introduire ceux et celles qui vont répondre aux questions. Peut-être je vais laisser les intéressés commencer, en commençant par les dames, si Latif le permet. Donc, il n'y a pas de problème. OK. On est aux dames. D'accord. Donc, on va commencer par Marie. Tu peux te présenter et dire un peu ce sur quoi tu vas beaucoup plus répondre aux questions. Bien sûr, merci beaucoup, Dr. Georges. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis Marie-Cyr Diagne de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Donc, je suis chargée de liaison pays pour le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie. Alors, bienvenue à tout le monde à ce premier forum Not Without FP. Alors, je serai chargée lors de cette session, donc de ce panel, de répondre à toutes les questions portant sur les résumés de programme. Merci beaucoup et à tout de suite. OK. Merci, Marie. Brigitte? Merci pour l'honneur qui a été donné aux dames de s'exprimer en première position. Je suis Sian Brigitte de l'ONG Equipop. Je suis la responsable du plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout un plaisir pour moi de pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport aux étapes, aux points d'attention qu'il faut porter quand il s'agit effectivement de soumettre des abstracts à un événement aussi important que le ICPF. Merci et je reste à l'écoute, bien sûr, des questions. Donc, les questions qui portent sur tout ce qui est plaidoyer s'adresseront, disons, on aura l'occasion d'entendre Brigitte sur le plaidoyer. Merci. Latif? Bonjour à tout le monde, c'est Prof. Latif Dramani. Je suis le coordonnateur du Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès et aussi le coordonnateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, qui est un centre d'excellence africain qui est basé ici à Thiès au Sénégal et qui travaille sur les questions d'économie générationnelle, dividendes démographiques et les questions de genre. Donc, je vais répondre principalement aux questions de recherche dans ce panel. Merci à tous et à toutes. Okay. Donc, merci aux différents panélistes. Je vois que donc on nous a donné déjà le top départ pour tous ceux qui veulent poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser donc la fonction question, disons c'est Q&A, qui est question and answer. Je pense que vous avez ça
au niveau des icônes en bas de votre écran. Donc, vous pouvez poser les questions dans cet espace-là et on va essayer de les rassembler au fur et à mesure et je vais les lire et selon le domaine, on va demander à l'un ou l'une de nos spécialistes d'apporter des éléments de réponse. Est-ce que ça va déjà pour la procédure? Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, pour tous les participants? Si tel est le cas, donc on attend vos questions et vos réponses, et vos questions, et puis on va apporter vos réponses. Voilà. Chris, je ne sais pas si Chris il est en ligne et s'il peut intervenir. Est-ce qu'on va le faire au fur et à mesure, je suppose? Et on va le faire au fur et à mesure. Et aussi, si les gens ont des questions, ils peuvent utiliser la main. S'ils veulent juste parler ou bien prendre une minute pour poser une question ou bien pour parler un peu à propos des vidéos qu'on a partagées sur le ECFP site web. Ouais. OK. D'accord. Je vois qu'il y a déjà une question, mais je n'arrive pas à l'activer, Chris. Je n'arrive pas à accéder à la question. Je vois qu'il y a, c'est marqué 1, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui a été déposé, mais je n'arrive pas à l'activer. Docteur Guéla, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors, c'était un mot de Blami Dao, donc qui disait bonsoir tout le monde et qui nous souhaitait une excellente session de préparation pour l'élaboration des abstracts. Ah, d'accord, OK. Alors, en attendant qu'il y ait une question à poser à l'un des panélistes, je pourrais peut-être répondre à l'une des questions qui revient fréquemment lors de l'élaboration donc de résumés de programme, qui est très souvent quels sont les résumés qui ont le plus de chances d'être acceptés à l'ICFP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question nous revient à peu près chaque année lors de l'élaboration des résumés de programme. Alors, le plus important pour nous, donc au niveau de l'ICFP, c'est que votre résumé de programme présente de nouvelles connaissances, qu'il soit pertinent bien sûr, et qu'il apporte quelque chose de nouveau par rapport aux études ou aux programmes ou aux évaluations qui ont précédé la vôtre. Donc, pensez bien à quelle est votre contribution dans le domaine de la planification familiale, parce que le comité scientifique jugera plus l'intégrité scientifique et la contribution de votre travail dans le domaine général de la planification familiale. Donc, n'hésitez pas à respecter ces quelques règles, ces quelques conseils lorsque vous élaborerez votre résumé de programme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en attendant qu'il y ait des questions, on peut effectivement commencer par des astuces de façon d'ordre général, parce que effectivement, comme vous le savez, tous les participants le savent, tous ceux qui sont en ligne, il y a énormément de soumissions et évidemment, on cherche l'originalité, ce qui est nouveau par rapport à ce qui est déjà connu, c'est ça qui est privilégié. Et donc, je pense que ce que Marie dit, c'est extrêmement important. Il faut que ce qu'on compte présenter soit déjà quelque chose d'original, que ça soit vraiment quelque chose qui n'est pas encore connu. Donc, déjà, ça, c'est un critère important pour pouvoir espérer être sélectionné parce que chaque année, le volume de soumissions augmente. Je ne sais pas trop, cette année, c'est virtuel ce que ça va donner, mais je pense que ça ne va pas enlever ça ne va pas enlever ce qu'on connaît comme affluence au niveau des soumissions. C'est extrêmement important de le savoir. Docteur? Oui. Un petit complément en attendant Oui. effectivement que les participants nous posent des questions.
Et je crois que ce soit vous ou bien Marie, vous avez effectivement mis l'accent sur l'innovation, et bien sûr la pertinence de la thématique qui aura un lien étroit avec la planification familiale. Parce que quand on parle de la conférence internationale sur la planification familiale, pour que l'abstract puisse être bien sûr retenu, et bien sûr, pour qu'elle puisse effectivement être retenue, il faut que ce soit un abstract qui porte sur la planification familiale. Si l'abstract va en dehors de la planification familiale, c'est que vous êtes hors sujet. Quand bien même vous aurez pu et capter l'attention des membres du jury sur le sujet et hors de la PF, votre abstract ne pourrait jamais être retenu. Au-delà de ce, voilà, au-delà de ce petit point, il faut dire aussi qu'il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Les autres choses qu'il ne faut pas faire, et il faut, en élaborant votre abstract, n'imaginez pas que les examinateurs connaissent déjà ce que vous voulez dire. C'est vrai que ce sont des experts qui seront les membres de ce jury, mais ils ont besoin d'être étayés, ils ont besoin des éléments de détail. Bien sûr que vous allez puiser dans les sources de données probantes. Je ne remets pas en cause les informations souvent que vous piochez sur Facebook, mais je pense que dans le contexte, il y a des sources, bien sûr, reconnues, voilà, qui peuvent être aussi des sources de documentation. Et ce sont ces éléments qu'il faut effectivement en tenir compte. Peut-être la dernière remarque, c'est aussi éviter le plagiat et la falsification. C'est vrai que l'équipe peut bien sûr recevoir plusieurs abstracts, mais rassurez-vous que ce sont des professionnels qui prennent le temps et le soin de vous lire et de vous relire. Et c'est sur cette base, bien sûr, qu'ils pourront apprécier la pertinence de vos abstracts soumis. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux juste ajouter quelque chose à ce que Brigitte et Marie ont dit. Juste pour rebondir sur la question des plagiats, je pense que sur le plan de la recherche, on en a parlé, sur les questions éthiques, il y a on se rend compte qu'il y a beaucoup de plagiat, parce que le plagiat est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de plagiat au niveau de la recherche. Des fois, c'est parce que les gens qui font des abstracts, des fois, ou des papiers, ils ne citent pas bien, correctement. Ils ne citent pas correctement les auteurs. Donc, il y a tout un ensemble de règles qu'il faut respecter à ce niveau lorsqu'on veut participer à ce genre de conférences à un niveau international. Donc, il y a des standards qu'il faut avoir. Donc, éviter ce qu'on appelle dans notre jargon au niveau de l'académie, éviter de pomper les travaux des autres ou de paraphraser les travaux de recherche d'autres chercheurs, donc pour essayer de trouver les mêmes choses. Bon, donc, il y a ça, qui est un élément important qu'on trouve de plus en plus dans les travaux de recherche de nos étudiants. C'est déplorable, mais il faut le dire. Et à ce niveau, on est souvent impitoyable parce qu'aujourd'hui, nous avons des logiciels qui permettent de traquer, de voir tous ces problèmes de plagiat. Et donc, tout de suite, les logiciels vont reconnaître que vous avez pris telle partie, telle phrase est dans tel document. Donc, et ça, c'est vraiment gênant. On n'aimerait pas vraiment être à ce niveau-là, mais c'est gênant de voir que, soit c'est au moment de faire la thèse des travaux de recherche d'un autre chercheur, on a mal cité, on a mal, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est subtil. Celui qui le fait, des fois, même ne sait même pas qu'il est en train de faire du plagiat. Souvent, c'est ça même. Souvent, on ne sait pas. La plupart des gens ne savent pas, mais on a des standards et je pense qu'il faut, pour ça, vérifier ce qu'on appelle les standards en matière de méthodologie de la recherche, sur comment citer les auteurs, comment les référencer, etc. Je pense qu'on a donné certains éléments dans les vidéos, mais il y a tout un ensemble un arsenal de supports qui sont disponibles qui pourront servir. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en attendant que les questions ne viennent pour être beaucoup plus
spécifiques maintenant sur les questions de recherche qui vont nous être posées. Merci. Alors, je vais juste essayer de rajouter quelques points à ce que viennent de dire mes collègues, mais avant cela, permettez-moi de répondre aux salutations chaleureuses que nous avons du docteur André Toupou et de Jonas Abba. Nous remercions aussi la présence de tous les spectateurs que nous avons actuellement. Je vois quelques collègues de l'UCPO, Djenabou, à qui je passe mon bonjour. Alors, je voudrais juste profiter de cette session pour rappeler les différentes sections lorsque nous élaborons un programme, donc un résumé de programme. Alors, il est vraiment impératif aujourd'hui pour l'ICPF que tous les participants puissent respecter les différentes sections et la limite de mots. Je rappelle que pour l'ICPF, nous allons jusqu'à 1000 mots pour les résumés de programme, ce qui est quand même assez conséquent pour les participants aujourd'hui pour leur permettre d'argumenter leur programme qu'ils veulent présenter. Alors, il y a 5 sections. D'abord, le titre qui doit être fait entre 10-12 mots, succinct, assez attractif pour permettre aujourd'hui à ceux qui sont aujourd'hui dans le comité scientifique de pouvoir être attirés par votre programme. Après le titre, vous avez le contexte, donc à peu près 200 mots. Après le contexte, vous devez parler des interventions ou activités de votre programme. Après cela, vous nous présenterez la méthodologie sur à peu près 200 mots. Et après la méthodologie, il est important pour ce qui constitue le comité scientifique d'avoir quelques éléments sur les key findings, donc les éléments clés. Qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau de votre programme de recherche ou de l'évaluation que vous venez présenter aujourd'hui? Et après les key findings, donc les résultats clés, il est important de parler des leçons apprises. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre programme? Donc, résumé, bien sûr, en quelques mots, donc 250 mots pour être plus exact. Donc, voici aujourd'hui les différentes étapes d'un résumé de programme qu'il est impératif de respecter vraiment à tous les participants qui veulent aujourd'hui présenter à l'ICPF. Voilà. Je vois qu'on a des questions. On a une question c'est comme Blamidao. Lorsqu'il s'agit d'un panel, à qui revient la responsabilité de faire le résumé du panel? Vous pouvez répondre à ça, Georges. Georges, vous êtes là? Je crois que momentanément, Georges doit avoir des soucis de connexion. Oui, il est là, docteur. Peut-être. Je pense pas. OK. Mais bon, mais peut-être en attendant qu'il arrive, on peut donner quelques éléments de réponse, quitte à ce qu'il complète. Je pense aussi que les autres panélistes pourront les compléter. Mais quand il s'agit d'un panel, et comme vous le savez, c'est de la même démarche que l'abstract. Il y a toujours un leader, il y a toujours un responsable, bien sûr, qui constitue une équipe. Et dans cette équipe, il y a toujours un leader. Et sur la base de la thématique proposée, et le leader essaie maintenant de travailler à l'interne, ou bien à l'interne, si c'est dans la même structure, ou bien si c'est plusieurs organisations qui se sont mises ensemble, ou bien d'autres personnes qui se sont mises ensemble. Et ensemble, ils essaient maintenant de développer les éléments de contenu pour le panel. C'est aussi simple que ça. Et par rapport au panel, il y a toujours une démarche, et il y a toujours un format de résumé qu'on vous donne. Et ce qui est demandé, c'est de pouvoir aussi les suivre de façon scrupuleuse, comme ce qui est demandé au niveau des abstracts. Voilà, je ne sais pas si les autres veulent compléter. Latif, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci à Brigitte. Je pense que quand on dit que c'est un panel, c'est que, bon, déjà on a choisi une thématique. Et comme l'a déjà dit Brigitte, il y a un lead. Donc, on essaie de choisir aussi les panélistes par rapport à d'abord leur expertise sur la question. Donc, expertise par rapport, comme on le voit sur ce panel, par exemple, il y a les programmes, il y a le plaidoyer, il y a la recherche, parce que il faut que les choses se complètent et se tiennent pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans le panel. Voilà, donc
Et aussi, des fois, on peut, en faisant le panel, on peut choisir on peut être sur des thèmes, des thématiques qui peuvent être controversées. C'est-à-dire que la recherche sur la question peut aller dans plusieurs directions qui peuvent paraître différentes. Mais quand même, il y a une cohérence d'ensemble du panel. C'est-à-dire, nous utilisons, par exemple, nous, c'est telle école, telle approche sur le plan de la recherche. Il y a telle méthodologie, il y a telle autre méthodologie. Il peut y avoir des familles de méthodologies différentes. Mais en gros, c'est que celui qui conçoit le panel, il se dit qu'il est dans une thématique et à la fin, c'est que sur le plan de la recherche, c'est que si on fait la recherche, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, on essaie de se dire, les gens sont en train de sonder pour voir qu'est-ce que telle approche peut apporter de plus par rapport à la thématique. Parce que ce qu'on cherche avant tout, par exemple ici, c'est de faire avancer le bien-être des familles, des femmes, des filles, des ménages via la planification familiale. Donc, il y a ça. Et aussi, au niveau de comment faire les résumés. Donc, le résumé d'un panel aussi, ça, c'est un peu plus grand parce que c'est une grande thématique de recherche en général, les panels, quand on regarde. Donc, ça peut être hétéroclite a priori, mais quand on regarde à l'intérieur, on doit avoir quand même un fil conducteur. Donc, moi, c'est ce que je peux ajouter par rapport à ce que Brigitte a dit. Merci. Professeur Dramani, pour juste rajouter quelque chose à la section importante dont vous venez parler, donc à la méthodologie, c'est qu'il faut toujours en fait que les présentateurs gardent à l'esprit ce que les examinateurs ont besoin de savoir comparé à ce qui est bon de savoir et surtout se focaliser sur ce que les examinateurs ont besoin de savoir, en fait, dans le cadre de leur programme, dans le cadre de leur résumé de programme. Donc, n'essayez pas de tout résumer ou de tout dire dans un résumé parce qu'encore une fois, c'est un résumé et il y a un nombre de mots qui est imparti à ce résumé-là. Donc, gardez à l'esprit vraiment que toutes les informations, il n'est pas nécessaire de mettre toutes les informations dans votre résumé, mais juste ce dont les examinateurs ont besoin de savoir pour vraiment pouvoir comprendre la pertinence de votre programme. Ouais, merci. Et pour la chérie, désolée, Latif, pour la chérie, en fait, souvent aussi, je dis, il n'y a pas de stress, ne vous stressez pas du tout, parce que je pense que pour l'ICPF, il y a toute une particularité, vous avez jusqu'à 1000 mots, donc c'est largement suffisant pour que vous puissiez mettre l'essentiel. Gardez en tête que vous pouvez en tout cas mettre l'essentiel, et pour pouvoir y parvenir, il faut suivre scrupuleusement les consignes. Lisez entre les lignes et à la fin, vous serez complètement très satisfait parce que vous aurez pu exploiter et donner le meilleur de vous-même tout en permettant aux membres du jury de bien vous comprendre et aussi être bien sûr d'accord avec ce que vous avancez comme élément argumentaire. Et le dernier point, souvent j'entends très bien certaines personnes qui sont inquiètes parce que tout simplement la thématique, ils l'ont utilisée pour le panel et se posent encore la question à savoir, est-ce que je peux utiliser la même problématique pour l'abstract? Oui, les deux choses ne sont pas incompatibles, au contraire, elles se complètent. OK, merci à Brigitte. Je voulais juste rebondir sur la question de la méthodologie dont Marie a parlé. Parce que, bon, nous, à l'académie, en tout cas, un chercheur, parce que quand on regarde les papiers ou bien les abstracts, bon, on a plusieurs façons de voir, voir l'innovation. Parce que l'innovation, on a dit, au niveau de la recherche, ce qu'on se dit, la première des choses, le sujet est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Pourquoi je fais un travail? Parce que est-ce que je vais amener une nouvelle façon de voir la réalité? Parce que la réalité est un complexe, on peut l'appréhender différemment. Ensuite, il y a le fait que des fois, on se rend compte que sur le plan de la méthodologie, puisque je fais focus sur la méthodologie, la plupart des chercheurs on va éliminer beaucoup de papiers ou bien beaucoup d'abstracts parce que
la méthodologie n'est pas bien explicitée. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a respecté, etc. Mais on se rend compte sur le plan de la méthode, c'est votre méthodologie sur le plan scientifique qui fait la robustesse de ce que vous allez nous montrer comme résultat à la fin. Donc, si on voit que vous avez trouvé des résultats et votre méthodologie, par exemple, votre méthodologie ne vous permet pas d'avoir ces résultats, on va se poser des questions. Et il y a un problème. Donc, il y a des questions d'adéquation. Bon, et on a vu aussi par expérience qu'on se rend compte que souvent dans les méthodologies, les gens n'ont pas des méthodologies précises ou bien ils ont des méthodologies très vagues qui ne permettent pas de partir pour pouvoir aller à la recommandation. Les spécialistes vont dire qu'il y a un problème. Ce papier, bon, il est quand même bizarre. On ne peut pas avoir utilisé telle méthode pour régler tel problème et avoir tel résultat. Donc, ce n'est pas adéquat. Et du coup, le papier va être, l'abstract va être rejeté. Surtout qu'ici, on permet jusqu'à 1000 mots. Donc, c'est un avantage, mais c'est en même temps, si ça permet de parler, d'être un peu plus explicite et ça va poser des problèmes parce que les gens pourront voir tout de suite. C'est des abstracts longs, des résumés longs. Ça nous permet de voir tout de suite que ça, c'est pas vraisemblable. Parce qu'on est dans le domaine de la vraisemblance. C'est pas vraisemblable ces résultats. C'est trop téléphoné, en griffe. Bon, on force pour les résultats, etc. Donc, c'est très important cette partie au niveau des résumés longs, la méthode qu'on a utilisée pour aboutir à tel résultat. Et souvent, l'innovation, soit il vient du sujet lui-même, ou il vient de la méthodologie qu'on a utilisée. Voilà. Merci. Effectivement, Dr Dramati, pour rebondir sur cette question de méthodologie, dans la méthodologie même au niveau des abstracts, il y a plusieurs, disons, il y a un processus pour faire cette méthodologie-là. Donc, c'est déjà discuté dans les différentes vidéos qui sont mises en ligne et qui sont consultables au niveau du site web de l'ICPF. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous y référer. Alors, il est dit dans ces consignes qui sont données au niveau de la méthodologie qu'il y a plusieurs points à respecter. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut parler du lieu dans la méthodologie. Où est-ce que l'étude ou bien le programme, la mise en œuvre du programme ou l'évaluation a été menée? C'est très, très important donc de contextualiser. Dans quel contexte est-ce que cela a été mené? Après le lieu, il est aussi important de donner les sources de données. Quelles ont été les procédures de collecte de données dans le cadre de votre mise en œuvre de votre programme ou de votre évaluation ou de votre recherche? Après cela, le timeline, la durée. Quelle a été la durée de votre programme, la durée de votre étude ou bien la durée de votre recherche? Quelle a été la taille de l'échantillon? Donc, quel échantillon est-ce que vous avez utilisé? Donc, si par exemple, c'est dans le cadre d'un programme de mise à l'échelle ou de mise en œuvre. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui a été donné dans l'abstract, donc la mise en œuvre d'un programme d'insertion du DPMA-SC au Nigeria. Si vous n'avez pas de taille de l'échantillon, vous pouvez parler par exemple du nombre de clientes qui a été touché, par exemple, donc dans l'approche méthodologique. Après cela, vous parlez de l'approche analytique. Quelle analyse est-ce que vous avez utilisée? Donc, comment avez-vous défini votre résultat et quelles ont été les procédures analytiques utilisées donc, dans cette méthodologie? Globalement, en fait, ce sont les différentes étapes qui aujourd'hui sont conseillées lorsque vous écrivez le résumé de votre programme. Et donc, comme je l'ai expliqué, tous ces conseils-là, vous pouvez déjà les consulter dans les vidéos qui sont disponibles au niveau du site web de l'ICPF. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous y référer en cas de besoin. OK. Est-ce qu'on a des participants? Marie, j'ai vu que vous avez les collègues qui sont en ligne. Oui, j'ai mes collègues qui sont là. Y a-t-il des participants qui auraient envoyé les résumés pour la conférence ICFP 2018 ou bien 2016 ou bien 2013 pour qu'ils peuvent partager leur expérience et s'il y a les obstacles qu'ils ont eu et si peut-être il y a aussi des solutions à partager?
Peut-être, Marie, vous allez m'aider à inviter quelqu'un. Oui, alors personnellement, je n'en ai pas eu connaissance, mais on a actuellement 15 spectateurs en ligne. Est-ce qu'il y a parmi vous, chers collègues spectateurs, donc vous qui participez à ce panel-là, des personnes qui ont déjà soumis un résumé de programme au niveau de l'ICPF et qui voudraient bien sûr nous faire partager leur expérience? Donc, quels ont été les problèmes qu'ils ont eus? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui nous partager comme expérience de soumission de résumé de programme? La parole est à vous, chers spectateurs, pour qui voudrait la prendre. En attendant qu'on voit une main levée, docteur Guiela, vous voudrez peut-être dire quelques mots? Oui. Oui, je pense que bon, c'est vrai que j'ai perdu un peu le fil de la conversation, mais quelque chose que je voudrais, c'est vraiment faire en sorte que s'il y a effectivement des gens qui sont en ligne, qui ont fait des expériences ou qui ont soumis, qui ont peut-être été rejetés lors des sessions passées, ils peuvent exprimer un peu, est-ce que c'était avec étonnement ou est-ce que, parce que souvent on peut soumettre avec confiance et finalement ça n'a pas été retenu. On peut partager l'expérience pour qu'on voit peut-être là où ça un peu, ça n'a pas forcément marché. Maintenant, peut-être ce que je voulais ajouter, surtout pour ceux qui commencent véritablement à soumettre des abstracts, c'est pouvoir être... La concision commence déjà par... Donc, on a parlé d'être en plein dans le sujet, c'est clair, mais aussi, il faut commencer par se poser, je pense, en général, 4 types de questions. C'est quel est le problème? Parce que parfois, les gens soumettent un abstract et vous lisez l'abstract et vous ne voyez pas le problème. Si le problème n'y est pas, on va pas, je vous dis qu'il y a des milliers et des milliers d'abstracts, on ne va pas lire 2 fois pour chercher le problème. Deuxièmement, si vous avez le problème, il faut dire qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait de ce problème-là? Troisième question, qu'est-ce qu'on ne sait pas de ce problème et que vous proposez d'apporter de l'éclairage? C'est votre originalité. Et quatrième question, comment je vais y arriver? Comment je vais procéder? Ça, c'est rapidement votre méthodologie. Si vous arrivez à répondre à ces 4 questions déjà, ça veut dire que vous savez où vous allez et vous allez convaincre quelqu'un. Mais si vous n'arrivez pas à répondre vous-même à ces 4 questions, c'est que ça va poser problème pour quelqu'un qui va lire votre abstract. Donc, c'est des astuces comme ça, souvent, qu'on donne aux gens pour qu'ils commencent déjà par, en 300 mots, en 250 mots, on doit trouver réponse à ces 4 questions. Oui, et c'est un exercice facile à faire. Et si vous arrivez à faire ça, l'habillage, maintenant, c'est une question de procédé. Mais si on ne peut pas répondre à ces 4 questions-là, vous avez de fortes chances de faire un abstract qui ne tient pas la route. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. C'est des astuces assez simples, mais qu'il faut suivre. Si vous ne suivez pas ça, si je prends moi, en tant qu'évaluateur, si je prends un abstract, je vais chercher ces 4 éléments-là. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'on sait de ce problème? Qu'est-ce qu'on n'en sait pas et qu'on veut ajouter et comment je vais y arriver? Si vous arrivez à me donner ces 4 questions-là en 250 mots, je choisis votre abstract. En dehors de ça, je vais aller à autre chose. C'est comme ça. Parce que si j'ai 50 abstracts à lire, je ne vais pas chercher votre problème. Il doit s'afficher dès la première lecture. Oui. Et c'est la structure souvent qu'on conseille, c'est des astuces assez simples à suivre, mais qui pèsent assez dans le choix. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Mais j'encourage ceux qui ont déjà fait des expériences, que ça ait marché ou pas, peuvent les partager pour qu'on regarde si on peut bâtir autour de ces expériences-là. Merci.
Merci beaucoup, Dr Guela. On a une main levée de Blami Dao, donc un non-spectateur. Dr Guela, est-ce que vous pouvez lui accorder la parole, s'il vous plaît? Oui. Comment j'y fais? Fait, George. Je pense que Blami peut parler. OK, merci. Il peut y aller. Merci, Georges, pour l'opportunité d'intervenir sur ce panel pour nos amis francophones. J'ai été non seulement reviewer pour le ICRP 2018, j'ai aussi soumis des abstracts. Bon. Mais je crois que l'erreur que beaucoup de nos collègues francophones commettent, et certaines ont été déjà dites par Georges, c'est qu'on prend des abstracts parfois, on ne sait pas ce que la personne veut dire, on ne sait pas. Je crois que le premier élément, c'est qu'il faut parler un français clair. Ça, c'est le premier élément. Et souvent, malheureusement, c'est un problème. Il faut s'exprimer dans un français clair, sujet, verbe, complément. C'est plus simple comme ça. Si on veut faire des grandes tournures, on s'emmerde un peu. Oui, je pense qu'on a eu un problème de connectivité. Problème, oui, avec Dr. Blami. Attendez, vous pouvez reprendre peut-être. Oui. Bon, quand il va revenir. OK. Docteur, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Oui. Pour dire oui, effectivement, le vrai problème des francophones, c'est qu'à un certain moment donné, je crois que beaucoup veulent bien sûr faire des tournures académiques. Et ça complique effectivement la compréhension de ces abstracts. Non seulement il faut parler dans un français clair, mais le français, il doit être aussi simple. Parce que quand on sait souvent le profil de la composition des comités, on sait qu'il y a bien sûr des francophones, je ne pense pas qu'ils soient souvent très nombreux. Il y a beaucoup plus d'anglophones. Donc, je pense que plus le français il est simple et clair, plus il est facilement compréhensible et ça sera encore beaucoup plus attractif pour les membres du comité, de telle sorte qu'ils ne soient pas obligés, peinés à interpréter, à aller fouiller les dictionnaires pour comprendre effectivement ce que, bien sûr, les individus veulent dire. Absolument. Non, en attendant que Dr. Blami Dao revienne, c'est clair. Il faut que nous aussi, francophones, nous sachions qu'il y a un petit désavantage. Il y a certains mots en anglais qui disent tout, beaucoup de choses, et il en faudrait 3 en français pour dire la même chose. Oui, quand je dis, je vais dire une enquête représentative du niveau national, vous voyez, ça fait combien de mots? Ça vaut 5 mots. Et alors qu'en anglais, c'est en un seul mot, si vous dites nationally représentative, c'est en un mot avec un trait d'union, et c'est bon. Donc, il faut qu'on est défavorisé, il faut qu'on soit conscient de ça, que dans un abstract de 250 mots, si vous voulez faire des envolées lyriques, ça ne marchera pas. Alors, donc, c'est un peu ça aussi le problème dont il faut être conscient. Et c'est pour ça que je dis certaines astuces nous aident à aller droit au but. C'est quoi mon problème? Il ne faut pas commencer par décrire l'environnement national pour venir au problème. Il faut dire que le problème, voilà, et cela. Malheureusement, il y a des femmes qui n'y ont pas accès pour telle ou telle raison. Voilà le problème. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait, par exemple, que les obstacles sont liés, etc., etc., et à le niveau d'éducation, etc. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi les femmes éduquées n'utilisent pas la planification familiale dans le contexte du Niger, par exemple. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est ça. Et comment je vais faire pour le savoir? Je vais peut-être interroger des femmes instruites et peut-être comment, la quatrième, le comment, ça va être à travers des interviews directes ou je ne sais pas. Bon, je caricature un peu. Mais
ça me permet d'aller droit au but plutôt que de vouloir écrire tout et vouloir réduire. Souvent, c'est ce que les gens font en français et ils n'arrivent pas à avoir un abstract avec tous les éléments. Donc, bon, mais enfin, c'est des astuces. Personne ne détient véritablement la meilleure formule, mais il y a des astuces qui font qu'on peut quand même arriver. Je dois avouer que, personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas soumis un abstract en français. Donc, parce que finalement, à certains moments, c'est même très compliqué. Il vaut mieux aller à l'anglais parce que 250 mots en anglais, c'est plus facile que 250 mots en français. Bon, donc, c'est des choses dont il faut être conscient. Mais cela ne veut pas dire que je n'écris pas en français. Voilà. Il y a des moments où, voilà, c'est nécessaire, mais il faut savoir par quelle passerelle on y va. Alors, j'ai une question ici, c'est dans la conversation. Quels sont les critères d'éligibilité d'un abstract? Docteur Latif, vous êtes reviewer, vous écrivez, etc. Donc, peut-être, donnez-nous les astuces. Quels sont les critères que vous recherchez pour choisir un abstract? Bon, je pense qu'on a... Merci, Président. Donc, je pense qu'on a dit, hein, si vous regardez le document qui a été présenté, la vidéo, déjà, il y a les questions, les 4 questions que vous avez évoquées tout à l'heure, donc qui sont très importantes. Maintenant, il y a les critères, il y a ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire, on a dit méthodologie, il faut être de 100 mots, on a dit il faut avoir, comment on appelle, les résultats clés, 200 mots, on a dit, bon, ensuite, contribution, connaissance, ainsi de suite, 200 mots, ainsi de suite, pour se retrouver après à 1000 ou 1000 mots dont on a parlé. Donc, il y a cette question-là. Ça, c'est, on va dire, la structure. On a une structure qui donne une ossature. Ensuite, bon, une fois qu'on a ça, maintenant, il faut voir les astuces, parce que pour les critères d'éligibilité, une fois que vous respectez ça, bon, c'est bon, vous pouvez postuler. Maintenant, on a d'autres questions. Je pense que Dr. Gela l'a dit tout à l'heure. Bon, en tant que francophone, on est un peu lésé. Que quand on voit, nous, on a eu ce problème-là au début, quand on commençait la recherche. Parce que on a été formaté pour faire, par exemple, question principale, question secondaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait qu'on veut faire beaucoup de choses en même temps. Et après, quand vous venez maintenant, vous ne savez plus quel est votre résultat principal, quels sont les résultats secondaires. Et bon, il y a une chose qui est très simple, c'est que vous avez une idée, vous faites une idée, un papier. Là, c'est one idea, one paper. Ça fait que vous êtes straight, vous allez directement au but. Sinon, nous, c'est ce qui nous amène que les francophones, on perd beaucoup de temps, on fait beaucoup de tournures et finalement, on a parlé pendant un moment, mais les gens n'ont pas saisi qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Et ça se retrace dans nos statuts. Au lieu de dire, bon, voici mon idée principale. Si j'ai plusieurs idées, donc je les scène, je fais un papier pour répondre à telle question. Et je réponds à cette question. Je n'ai pas trois questions qu'on appelle les questions secondaires. Une question principale avec 3 questions secondaires. Finalement, quand il y a les résultats, il ne peut pas, c'est difficile de résumer d'avoir les 250 mots dont Dr. Gela parle. Et souvent, on a ça avec les francophones. C'est quelque chose qu'on a souvent. Ensuite, pour les critères d'éligibilité par rapport à la question posée, on se retrouve des fois dans les panels. Des fois, même c'est comme quand vous faites vos papiers. Quand vous mettez, il faut bien choisir le panel où vous voulez mettre votre papier, par exemple. Parce que des fois, on dirait que c'est la loterie que les gens font. Bon, je viens mettre le papier là dans tel. Finalement, tout revient nul. C'est-à-dire que les gens vont vous dire, non, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas le panel là où vous devez mettre le papier. Donc, les gens, même les reviewers ne vont même pas faire le review. Ils vont se dire, non, ce papier est mal placé. Ce n'est pas dans ce panel. Ça devrait être dans l'autre panel. Si les gens sont généreux, ils vont renvoyer ça dans l'autre panel. Donc, déjà, des fois, c'est des choses, bon, a priori, on se dit, bon,
on a mis ça dans plusieurs panels, en tout cas, on attend le résultat. Mais on n'a pas une méthodologie assez, comment on appelle, bien élaborée pour dire, OK, non, c'est tel panel que j'ai fixé parce que ma question de recherche est précise, c'est telle chose. Donc, il y a ce problème-là où on joue un peu au yo-yo et finalement, le papier n'est pas accepté. Parce que quand on arrive là-bas, dans un panel où il y a plusieurs papiers qui sont de très haute facture, quand vous amenez un papier moyen ou bien un abstract moyen, vous n'apportez pas d'innovation, les gens ils vont pas vous prendre. Pas parce que c'est pas bon, parce que c'est moyen par rapport à d'autres papiers qui sont super, qui sont très bien cotés. Souvent, on oublie ça. Parce que, et maintenant, des fois, aussi, vous pouvez avoir des panels où les gens n'ont pas de papier. Par exemple, on revoit souvent, les reviewers n'ont pas beaucoup de papier. On leur dit, vous devez avoir peut-être au plus 7 papiers et finalement, ils n'ont même pas les 7, ils n'ont que 3. Les 3 qu'ils ont, bon, ils vont faire des observations dans le sens d'améliorer les papiers et ils vont les accepter par défaut. Tout ça, ça fait partie des choses que souvent ceux qui soumettent les papiers ne voient pas. Parce que c'est les gens qui sont les présidents ou les reviewers qui voient ça. C'est-à-dire, bien choisir mon panel. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que mon papier a des chances de passer dans tel panel? Et on sait qu'il y a certains panels où il y aura beaucoup de papiers de très haute facture. Donc, si le papier n'est pas très bon ou l'abstract n'est pas bien fait, on a de très fortes chances de ne pas passer. Bon, donc, en termes de critères d'éligibilité, il y a ce qu'on appelle les règles écrites. C'est ce qu'on a vu là, la structure, l'ossature, et puis des règles non écrites. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans comment on appelle, lorsque les gens doivent se réunir pour évaluer des papiers. Lorsqu'on a reçu 100, alors qu'on doit prendre 10, on va prendre les 10 meilleurs. On va éliminer tout ce qui n'est pas, même si c'est bon, mais tout ce qui n'est pas vraiment accrocheur, etc., etc., etc. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter pour dire ça. Donc, si je résume, avoir une idée et faire un papier. Donc, ça, c'est depuis qu'on a commencé à faire le papier qu'on va présenter. Ensuite, respecter, être rigoureux, et ainsi de suite, pour vraiment faire de telle manière que quand les gens voient mon résumé, ils se disent non, ça, c'est qu'un papier qu'il faut prendre. Voilà. Merci. Docteur, je crois que M. Dao est de retour. Je ne sais pas si... Je crois que le docteur a quelques petits problèmes de connexion. En attendant qu'il puisse nous rejoindre, je voudrais juste revenir sur cette question des critères d'éligibilité, donc pour un abstract. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications qui, à mon sens, étaient vraiment très, très pertinentes. Je voulais juste rajouter que parmi les critères, il y a aussi que le fait que les abstracts doivent traiter de problématiques de la planification familiale, parce que là, on parle de planification familiale, qui doivent aussi, ça vous l'avez déjà dit, respecter les différentes sections, donc la structure qui a été définie par l'ICPF et le nombre de mots, très, très important. Donc ça, en quelque sorte, ce sont les différents critères d'éligibilité qu'il faut nécessairement respecter. Mais si je peux donner un petit conseil pour ceux qui veulent présenter, c'est passer du temps sur le titre. Le titre est très, très important dans un abstract, parce que si je dois le comparer aujourd'hui à la gastronomie française, je dirais que c'est la mise en bouche. C'est ce qui aujourd'hui donnera envie aux examinateurs de lire ou de ne pas lire votre résumé de programme. Donc, passez du temps sur votre titre, 10 à 15 mots, mais surtout, n'essayez pas de résumer tout votre résumé dans le titre. Donc, ce n'est pas des envolées lyriques, comme l'a dit tout à l'heure Dr Georges, mais il faut que votre titre soit assez attractif, assez attrayant pour donner à l'examinateur l'envie de le voir. Donc, rien que dans votre titre, on doit pouvoir voir qu'est-ce que vous apportez de plus, quelle est votre innovation, qu'est-ce que vous apportez par rapport à ce qui existe déjà, quelle problématique vous traitez, vous soulevez, qui a été déjà traitée, mais pas complètement. Donc, vraiment, passez du temps sur votre titre, faites relire votre titre pour qu'il soit assez attractif, au-delà, bien sûr, de mettre votre abstract dans la bonne boîte aux lettres, comme l'a expliqué tout à l'heure professeur Dramani. Merci beaucoup.
OK. En tout cas, merci, Marie. Ça, c'est vraiment des astuces très importantes parce que, effectivement, il faut, souvent, il y a des sessions où vous êtes vraiment, on reçoit 45, 50 papiers, et donc votre titre peut faire déjà la différence. Mais si c'est un peu kilométrique ou difficile, le temps de finir le titre, on a oublié le début de comment ça se passe. Vous voyez, c'est une compétition, donc on va droit au but. Donc, je pense que c'est vraiment extrêmement important d'avoir des titres, effectivement, qui accrochent et qu'on veut dire, ben oui, de quoi s'agit-il? Parce qu'en ce moment, même si c'est dans un contexte déjà connu, ben on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire ici, là? Donc, on va s'attarder un peu pour regarder de quoi ça retourne. Et voilà. Je pense que le professeur Dramani a dit quelque chose aussi, que c'est lorsque vous envoyez votre abstract pêle-mêle en pensant que, bon, peut-être si ça ne marche pas ici, ça va marcher de l'autre côté. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut qu'on cible bien et qu'on voit que la problématique, c'est exactement, puisque de toutes les façons, les sessions sont décrites, on dit un peu qu'est-ce qu'on veut aborder dans cette session. Si ce n'est pas ce que vous abordez, il y a très peu de chances que vous soyez choisi dans cette session-là. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est vraiment de très, très, très précieux conseils qu'on vient d'avoir un peu de gauche à droite qui peuvent meubler vraiment ce qu'on peut utiliser comme matériau pour bâtir un abstract. Ça, c'est extrêmement important. Docteur, je crois que M. Dao est de retour. OK. Professeur Dao, est-ce que vous voulez continuer avec votre idée? Non? Il n'est pas là? Elle avait levé, mais je crois qu'il doit encore avoir des soucis de connexion. Oui, oui, c'est reparti. Donc, c'est un peu ce que j'expérimente actuellement ici aussi, mais bon, en tout cas. OK. Donc, pour l'instant, il n'est pas là. OK. Ben, je dirais comme les spectateurs sont timides. Oui, oui, je vais dire quelque chose. Comme les spectateurs sont timides, je sais qu'ils ne sont pas du tout timides. Je ne sais pas pourquoi ils posent beaucoup de questions, parce que je sais que sur la liste, il y a beaucoup de personnes, en tout cas expérimentées, qui ont déjà eu à soumettre des abstracts qui ont même participé à des panels. Et partagez-nous vos expériences. Et je pense que c'est en cela que nous pouvons aussi motiver d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément eu la chance de participer à ces genres d'événements. N'ayant pas eu aussi de questions à l'entame, nous sommes allés directement, bien sûr, sur les consignes, sur les éléments clés, les éléments de fond et de forme pour pouvoir amener beaucoup plus à soumettre. Mais au-delà, effectivement, de ce que nous sommes en train de dire de façon théorique, ça peut paraître complexe, mais je pense que ne vous stressez pas, allez-y à l'exercice, visionnez les vidéos que nous avons déjà postées et dites-vous qu'au-delà d'avoir un abstract retenu, au-delà de faire partie de cette longue liste de personnes, bien sûr, qui vont pouvoir diffuser et partager avec un public très large de leur travail, c'est un événement mondial, c'est un cadre mondial qui va vous permettre, vous, de rencontrer beaucoup de gens déjà. Ça c'est déjà quelque chose de très important qu'il faut garder en tête. Et si effectivement vous arrivez à pouvoir faire accepter vos abstracts, parce que tout simplement vous avez pris en compte les éléments de fond et les éléments de forme que nous venons d'expliquer, ça vous permet aussi de porter à la connaissance d'un grand nombre de personnes à travers le monde
le travail fantastique que vous êtes en train de faire pour améliorer les conditions de vie et surtout les droits en matière d'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Surtout, par exemple, quand vous voyez l'Afrique, pour ceux et celles qui sont sur la liste, ils savent effectivement de quoi je parle. Les droits en santé sexuelle et reproductive dans tous les pays de l'Afrique francophone peinent toujours à prendre le pas. Donc, voilà, quelques challenges, je pense que c'est des éléments motivateurs pour vous amener effectivement à postuler. Absolument. J'ai une question, je vais vous la lire. La question est posée de la sorte. Est-ce qu'un abstract qui a déjà été soumis et accepté par une autre conférence en rapport avec la PF, est-ce que cet abstract-là peut être reconduit pour la conférence la conférence internationale 2021, la conférence internationale sur la planification familiale 2021? Professeur Dramani, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Après, je vais donner la parole à professeur Dao parce qu'il il est là et il demande le micro. Je vais vous passer le micro, professeur Dao, après. Oui, professeur Dramani, est-ce que vous voulez... Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. J'avais un point de connexion. J'avais un point de connexion. Je pense que, on va dire, pour moi, ma réponse est mitigée par rapport à l'expérience qu'on a, parce que si vous avez, on se dit, vous avez un papier qui est passé à une conférence, c'est-à-dire que ce papier a été publié déjà, a priori, parce que les gens qui font les conférences internationales publient après les annales de ces conférences internationales. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, ce qu'on appelle l'autoplagiat. C'est-à-dire, c'est comme je me répète moi-même. J'ai fait un papier, je refais le même papier ailleurs. Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est maintenant trouver l'astuce. Et c'est là où c'est important l'innovation. C'est-à-dire, lorsque vous avez des résultats, lorsque vous avez travaillé sur votre sujet, si c'est un programme, etc. C'est-à-dire, le programme a plusieurs résultats. Sur la même thématique, vous pouvez innover en venant avec une autre façon de voir la même réalité. Parce que vous avez le résultat principal. Voici mon résultat principal qui est important pour le programme, mais il y a des résultats intermédiaires qui sont aussi importants pour le programme. Mais je peux communiquer un papier avec le résultat principal. Ça, c'est un papier. Maintenant, je peux communiquer d'autres papiers sur les résultats secondaires. D'accord? Donc, mais la méthodologie, la méthodologie ne va pas changer, mais la façon de poser le problème, ce n'est pas le même papier en fait. La façon de poser le problème et de trouver tout ce qu'on a dit, trouver l'accroche. La méthodologie ne va pas changer peut-être, mais les résultats programmatiques changent. Donc, c'est important. Sinon, si c'est exactement la même chose qu'on amène, la question qu'on va se poser, nous, au niveau de la recherche, qu'est-ce que ça nous apporte? Vous avez déjà trouvé le résultat. Qu'est-ce que ça nous apporte, objectivement? Parce que posez-vous toujours les mêmes questions. Les gens qui sont là, c'est des gens qui ont fait le parcours. Ils ont peut-être plus d'expérience. Mais on se pose la question, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que vous l'avez déjà dit. Pourquoi on va vous inviter, peut-être vous donner une subvention, pour que vous veniez dire encore la même chose que vous avez dit il y a 2 ans? Pourquoi on le ferait? C'est-à-dire, mettez-vous à la place soit de comité qui va sélectionner, ou des gens qui vont, des bailleurs qui vont vous donner les fonds pour faire les voyages. Est-ce que ça fait du sens? Et sur ce côté-là, bon, naturellement, les gens m'ont dit non, ça ne vous apporte pas grand-chose. Mais si vous revoyez votre sujet, c'est des résultats que vous travaillez d'une autre façon, vous donnez un autre message. Ça raconte une autre histoire, mais pas la même histoire que vous avez déjà racontée il y a 2 ans. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur le président. OK. Alors, le temps court. Je vais donner peut-être la parole à professeur Dao Blamy. Mais je voulais juste dire un mot en plus de ce que le professeur Dramani vient de dire. Au-delà du fait de ce qu'il a déjà donné comme argument, il faut aussi savoir, et ça c'est surtout pour les novices, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup en ligne, mais au cas où c'est le cas, il faut comprendre que ces
ces conférences-là, vous risquez d'avoir les mêmes personnes. Si c'était une conférence sur la planification familiale à laquelle votre abstract a été retenu et vous reconduisez le même abstract à la conférence internationale, vous risquez d'avoir affaire aux mêmes personnes. Parce que c'est le même domaine et il y a de fortes chances qu'on vous dise non, ça a déjà été lu, on sait déjà que ça a déjà été présenté à une conférence. Donc, c'est, comme il a dit, c'est comme si on trichait un peu en voulant faire plusieurs choses avec un seul papier. C'est pas très original non plus. Donc, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Maintenant, peut-être je vais passer la parole à professeur Dao qui avait commencé à donner un point de vue, mais malheureusement, ça a été coupé. Est-ce que, Chris, tu peux ouvrir le micro de professeur Dao parce que je ne le vois pas à mon niveau? Professeur, vous pouvez parler? Ah, Président, il y a aussi Djenabo Diallo qui avait demandé la parole. OK. Donc, professeur Dao, si son micro est ouvert, il peut y aller. Après, on va donner la parole à Madame Diallo. Oh. Je pense que le micro qui a été activé, c'est pour Madame Diallo. OK, donc on va donner la parole vous pouvez parler, on va essayer. Après, on va revenir à professeur Dao s'il est là. Madame Diallo, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, professeur Guela, Brigitte, Marie-Cyr, Dr Latif, tout le monde. C'est un immense plaisir de vous voir sur ce panel-là. Et merci beaucoup pour ces astuces. Je pense que je n'ai vraiment pas regretté d'être sur ce panel-là parce que, voilà, on a eu beaucoup d'éléments qui vont nous aider à élaborer nos prochains abstracts. Déjà, au niveau de l'unité de coordination du partenariat de Ouaga, ce que je vous l'ai dit, par le passé, nous avons eu à soumettre des abstracts. Je pense l'année, c'était en 2018, je pense. On avait soumis 3 abstracts, je pense, et il y a 2 qui ont été acceptés, si je n'abuse. En ce moment, je n'étais pas encore à l'unité de coordination, mais cette année également, pour ne pas dire l'année prochaine, nous préparons avec les jeunes aussi, dans le cadre du think tank, à soumettre également des abstracts. Et je pense que ces quelques astuces que vous avez données vont beaucoup nous aider. Ma question est en lien avec le plagiat. Puisque le professeur Guela a partagé un certain nombre de questions qu'il faut se poser, auxquelles il faudra répondre dans l'abstract. Moi, mon problème, c'était en rapport avec la présentation du problème. Par exemple, quand je prends le problème de la SRAJ en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, le problème est connu. Hein, le problème est connu. Peut-être pour 2 abstracts, vous allez voir le même problème qui est posé, mais peut-être pas forcément les mêmes solutions. La question est de savoir à quel niveau vous dites là, il y a un plagiat. Est-ce que déjà au niveau de la présentation de la problématique, ça peut diminuer les chances d'être sélectionné ou bien c'est au moment de proposer la solution complète? Merci bien. À vous. OK. Je vais rapidement dire un mot et puis bien sûr les autres collègues vont ajouter. Alors, je pense que lorsqu'on pose le problème, c'est connu, certes, donc ce n'est pas mauvais on ne vous accusera pas d'avoir plagié parce que vous avez répété qu'il y a problème. C'est justement, on cherche des solutions à ce problème. Donc, on va certainement répéter le problème. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on ne va pas vous dire que le fait de poser le problème de la prévalence contraceptive qui est basse au Burkina, par exemple, que vous êtes en train de plagier quelqu'un, c'est un constat. C'est un problème. Donc, c'est un constat et on ne va pas vous en vouloir pour ça. Maintenant, au fur de l'originalité, voilà, ce que vous allez dire de ce que vous savez de ce problème de la faiblesse de la
prévalence contraceptive, c'est là qu'on va commencer à vous regarder. Qu'est-ce que vous allez dire d'original? Parce que d'autres ont déjà, par exemple, parlé du niveau de scolarisation, de l'accessibilité, de ceci, de cela. Alors, en ce moment, ça, c'est qu'est-ce qu'on sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas là? C'est là que vous allez venir avec votre originalité, qui n'a pas encore été effleurée ou qui a été effleurée autrement, et vous pensez que ce n'est pas forcément la meilleure manière. Et c'est là que vous mettez votre originalité. Vous dites, bon, on a évoqué l'offre, on a évoqué la demande, etc. Mais très peu de choses ont été faites sur les barrières psychosociaux et cognitives chez les femmes. Voilà un problème qui n'est pas encore abordé. Si vous pouvez l'aborder, c'est original. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé de ces barrières psychosociales et cognitives chez la femme en matière d'accès à la contraception. Surtout si c'est dans un contexte peu connu. Ça, c'est de l'originalité. Donc, mais on ne va pas vous en vouloir parce que vous avez dit que la prévalence contraceptive est basse et que c'est un problème. Non, ce n'est pas du plagiat, ça. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire là-dessus parce qu'on va passer la parole à professeur Dao qui est là en ligne, qui a levé la main. Si je peux rajouter deux, trois petits mots. Absolument, oui, bien sûr. Docteur, alors, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du même sujet, donc de la planification familiale, surtout dans un contexte semblable, donc si je prends l'exemple du Sahel, plusieurs pays du Sahel peuvent avoir la même problématique. Donc, ce qui veut dire que plusieurs présentants, donc plusieurs personnes qui peuvent présenter le même abstract, enfin, le même sujet, disons, la même thématique ou la même problématique, parce que finalement, nous retrouvons cela dans plusieurs pays. Mais quand est-ce qu'on dit qu'il y a plagiat? Alors, on dit qu'il y a plagiat lorsque dans votre texte ou dans votre abstract, il y a un paragraphe ou bien des données ou bien une analyse de données extrait directement de la recherche de quelqu'un d'autre. Donc, globalement, si on fait une recherche sur Google et qu'on fasse du copier-coller, ce qui est très vite détectable avec des technologies nouvelles, on peut dire que voilà, donc vous nous avez présenté un résumé où, par exemple, dans la méthodologie ou bien dans l'analyse des données, il y a un paragraphe qui a été extrait non pas par vous, qui a été produit non pas par vous, mais qui est extrait du travail de quelqu'un d'autre. Donc ça, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a plagiat et dans ce cas-là, votre abstract sera automatiquement rejeté. Absolument. Voilà. OK. Professeur Dao, est-ce que votre micro est ouvert? Oui, je vais... voilà. Sauf je vais... OK, un instant. Voilà. Vous pouvez parler maintenant. Mais oui. Allô? Oui. Voilà. Oui, allez-y. Ah, le micro est ouvert maintenant? Oui. OK. Bon, ça grésille un peu là. Oui, mais on vous entend. Merci. Bon, notre collègue, le professeur Dramani, a parlé tout à l'heure de la nécessité de mettre son abstract dans le bon panel. Je crois que ça peut créer une confusion. Parce que c'est les axes thématiques plutôt. C'est les axes thématiques, dans le bon axe thématique. Parce que le panel, ça c'est un groupe de participants qui se mettent ensemble pour animer une session. C'est différent des axes thématiques. Voilà. La dernière fois, à Kigali, il y avait 15 axes thématiques. Et il fallait être dans le bon axe. Et comme vous l'avez dit, bon, si vous pensez que vous pouvez jongler en envoyant comme ça et en espérant que les gens vont recirculer dans un autre axe, ce n'est pas évident du tout. Par rapport, il y a quelqu'un qui a posé la question des critères d'éligibilité des abstracts. Il y a des critères. Les critères de nombre de mots, ça a déjà été précisé, mais les reviewers, et je crois que tout le monde en fait, a les critères d'évaluation des abstracts. Et il y avait 4 critères à Kigali, c'est l'originalité. Il ne faut pas aller prendre des sentiers, des thématiques qui ont été écrites 10 000 fois et souvent avec des méthodologies moins bonnes que ce qui vous a précédé. Donc, l'originalité est importante. Voilà.
Aujourd'hui, si vous dites que vous allez parler de la PF dans un contexte d'insécurité au Burkina, ça peut passer parce que bon, c'est ça qui est maintenant le sujet du jour. Le deuxième, c'est la qualité. Voilà. Est-ce que vous contribuez aux connaissances? Si vous dites des choses qu'on connaît déjà, bon, il y a peu de chances que ça passe. La pertinence. On a dit le thème de la conférence. Le quatrième critère, c'est la présentation. Il faut que le contenu soit clairement fait et respecter les structures selon la catégorie de votre abstract. Voilà. Mais pour revenir à la question des plagiats, je crois que parfois, les présentateurs se privent d'une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, je peux présenter quelque chose sur un travail qui est en cours, des résultats préliminaires. Dans 2 ou 3 ans, quand il y aura ICFP encore, je peux présenter un update. Ce n'est pas du plagiat. Voilà. Et malheureusement, je crois que beaucoup de gens se privent de cette opportunité parce que vous apportez des données nouvelles. Oui, mais il est évident que ce n'est pas aller prendre les anciens trucs, changer des mots, faire un peu de machin et venir présenter. Tout le monde est d'accord sur ça. Voilà. Merci. D'accord. Merci, professeur Dao. Je crois que on est en train de bénéficier de gens expérimentés qui sont des reviewers dans plusieurs situations. Donc, je crois que c'est quelque chose de très important que de rappeler ces critères-là, de sorte à ce qu'on les ait à l'esprit lorsque on envisage donc la construction et la soumission d'un abstract. Je regarde l'heure et je me tourne aussi vers Chris. Est-ce que on peut encore prendre s'il y a une question? Je n'en vois pas. Pas de main levée. Il y a Blami qui a sa main. Non, mais c'est lui qui vient de parler, en fait. C'est le professeur Blami qui vient de parler. J'ai laissé ma main. D'accord. OK. Voilà. OK. Donc, je ne sais pas. Sinon, je vais peut-être redonner la parole aux 3 panélistes pour que chacun peut-être dise quelque chose qui, en 2 mots, n'a pas été souligné éventuellement. Parce que je ne vois pas de nouvelles questions. Comme ça, on va progressivement aller vers la clôture. C'est passé vite, hein, on n'a pas vu venir le temps. Hein. Donc, peut-être, Marie, si tu veux, tu as quelque chose qui est resté un peu... Je crois qu'on a eu une bonne session. En tout cas, pour moi, j'ai eu une excellente session. Donc, je remercie les spectateurs et mes collègues conférenciers qui ont participé à ce panel-là. J'espère qu'il en était pareil pour vous aussi. Juste rappeler que un dernier petit point. N'oubliez pas surtout de respecter la règle des 3. Donc, soyez simple, clair et compréhensible. Faites ce que le docteur Guiela vous a dit, ne partez pas sur des envolées lyriques, ça ne servira pas vraiment à grand-chose. Et surtout, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin de réponses supplémentaires, vous pouvez envoyer un mail à abstract avec s à la fin @icfp2021.org. Donc, n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, docteur. Merci, Marie. Brigitte? Merci, docteur. Merci aux spectateurs, spectatrices. Et merci aux organisateurs aussi qui nous ont donné bien sûr l'opportunité de revenir sur les vidéos qui circulent déjà pour mettre de l'accent sur un certain nombre de points précis. Ça sera pour moi un peu du redit, mais je voudrais quand même le redire. J'insiste effectivement sur l'originalité. Je pense que ça a été assez dit et redit. Allez-y sur l'originalité. Faites toujours le lien avec la planification familiale. Suivez les consignes à la lettre. N'hésitez pas à aller vers les personnes qui ont déjà eu l'expérience. Et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir
faire bouger les lignes. Et n'hésitez pas effectivement d'envoyer vos questions à l'adresse communiquée par Marie. Nous sommes là et nous sommes prêtes et prêts à répondre à vos questions. Voilà. Merci. OK, merci Brigitte. Professeur Dramani. OK, merci. Donc, merci aux autres panélistes, Brigitte, Marie. Vraiment, c'est un plaisir aussi pour les participants. C'est vrai que tout à l'heure, c'était vraiment les axes thématiques et non les panels. Donc, je remercie aussi Monsieur Prof Blamy. Moi, je vais juste insister sur l'innovation, parce que l'innovation vient du fait que soit on a de nouvelles données, parce qu'on peut avoir de nouvelles données avec les anciennes méthodes, donc c'est juste nos données qui sont nouvelles. On va essayer de voir si on confirme ou on infirme les hypothèses, les résultats des autres que les autres ont eu avant nous. Ensuite, si on n'a pas de nouvelles données, c'est que c'est la méthodologie, c'est l'approche. Je pense que le président modérateur est revenu sur ça, c'est-à-dire c'est comment on voit la chose. C'est-à-dire parce que la réalité est complexe. On l'a présenté sous plusieurs angles. Maintenant, c'est l'angle d'attaque du problème qui crée cette innovation et les outils qu'on va convoquer pour pouvoir répondre à la question. Donc, bon, à part ça, c'est voir maintenant tout ce qui a rapport avec ce qu'on doit, c'est les petites astuces. Je dois savoir que dans tel panel, c'est-à-dire c'est l'état de la littérature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'actualité? Par exemple, on est avec la COVID, etc., etc. Les gens seront en train de chercher à voir comment la PFA se fait avec COVID ou pas. Qu'est-ce que, bon, quelles sont l'innovation peut venir de là, de l'actualité. On a un phénomène qu'on cherche à comprendre, on ne comprend pas assez, etc., etc. Donc, ça permet de donner beaucoup plus de chance aux gens qui proposent des abstracts et surtout voir quel axe thématique me donne plus de chance par rapport à mon sujet. Parce que là, bon, on cible quelque chose, on sait que quand je vais faire le tir, je suis vraiment dans l'axe thématique en plein. Bon, donc le reste, bon, se dit aussi qu'on fait de la recherche. Même si un papier n'est pas accepté, ce n'est pas une fatalité. Ça nous permet de dire que quelque chose ne va pas, on reprend. C'est ça, la recherche aussi. Ce n'est pas que tout le temps on envoie un papier et qu'il est accepté. Non, c'est que, bon, à force de faire, on devient vraiment un chercheur. Donc, on ne doit pas avoir peur de l'échec aussi. Parce qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué. Ce n'est pas quelqu'un que, du coup, il fait quelque chose et que ça marche. Et puis, non, ce n'est pas comme ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on doit savoir que, bon, on n'a pas un papier accepté. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus envoyer de papier ou bien on n'est pas content d'approuver. Bon, voilà. Donc, ça aussi, c'est des choses. On doit avoir le fair play pour dire, bon, ça n'a pas passé. Sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme recommandation. Je vais prendre en compte et prochainement, ça doit pouvoir passer. Ainsi, et là, on s'améliore. Voilà ce que moi, je peux dire. Merci encore pour… voilà. Merci, professeur Dramani. Vraiment, on peut en dire tellement parce qu'on a des gens d'expérience qui sont en train de nous donner vraiment pas mal d'astuces. Alors, moi, ce que je voulais dire, ajouter également, c'est à peu près les mêmes conseils, surtout pour ceux qui sont dans leurs premiers essais, etc., que faire un abstract, ce n'est pas à la veille de la conférence qu'il faut s'élever pour essayer de reformater quelque chose pour aller se mettre. Il faut s'y prendre à temps parce que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup qui attendent à la dernière minute, qui essaient de faire quelque chose. Bon, souvent, quand on voit ça aussi, hein, en tant que revieweur, on sait que ça a été fait à la dernière minute, il n'y a pas beaucoup de cohérence, etc. Ça saute à l'œil. Donc, deuxièmement, c'est vraiment savoir que, comme le professeur Dramani l'a dit, hein, c'est une compétition. Il faut savoir aussi que lorsqu'on on peut échouer. L'important, c'est de pouvoir réaméliorer et resoumettre parce que c'est extrêmement important. Je me souviens que
en novembre 2019, pour la conférence de l'UEPA, j'avais une session où on voulait 4, donc généralement c'est les mêmes standards, hein. On veut 4 présentations et vous recevez 49 papiers, tous aussi bons les uns que les autres. C'est extrêmement compliqué. Donc, il faut émerger, et si vous voulez il faut prendre les 4 meilleurs. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, mais on veut les 4 meilleurs. Donc, c'est très compliqué. Et bon, heureusement, pour cette expérience-là, on avait eu la chance de pouvoir créer une autre session pour mettre les 4 meilleurs suivants. Mais ça ne fait jamais que 8 sur 49. Oui, donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment compétitif. Et donc, il faut s'y prendre à temps, être original et vraiment aussi être dans la thématique. Sinon, on commence par élaguer ceux qui ne sont pas proches de la thématique. C'est plus facile de commencer par les éliminer, en fait. Alors, donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. On reste en contact, bien sûr, parce que vous avez toute la latitude de poser des questions, de faire lire vos abstracts et puis avoir des inputs, puis les gens vont vous donner. Un œil extérieur est toujours mieux pour regarder, parce que ce que vous écrivez, ça semble évident pour vous, mais peut-être que ce n'est pas évident pour celui qui lit. Et donc, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut jouer. Donc, Chris, je pense qu'on a débordé de quelques minutes. Donc, pas de problème. Mais ça, je pense que ce n'est pas excessif. Donc, je vais remercier l'ensemble des panélistes qui ont vraiment partagé leur expérience. Et on vous dit vraiment merci et de votre disponibilité pour ces panels, mais pour le fait que vous allez encore continuer à conseiller les uns et les autres qui viendront vers vous. Merci aux participants qui ont donné aussi leurs expériences, qui ont posé leurs questions. Professeur Blamy, je pense que je vois qu'en temps, il avait partagé aussi un lien dans son network. Donc, tout ça, ça contribue à faire en sorte que les gens puissent être au courant de cette conférence et qu'ils soient prêts pour soumettre des abstracts. Et nous encourageons surtout les jeunes qui sont dans leurs premiers essais à vraiment y aller, parce que c'est des opportunités pour qu'on puisse savoir ce que vous faites. Souvent, il y a des gens qui font du bon travail, mais n'ont pas l'opportunité de présenter, et c'est l'occasion vraiment de le faire. Merci en tout cas à tout le monde, et on se dit à tout moment, comme on le dit ici en Afrique de l'Ouest, et on est ensemble. Donc, Chris, je vais te tourner la parole. Je dirais juste merci beaucoup. Je pense que on est déjà à temps, et Sian va jouer la vidéo pour mettre fin à la session. Mais merci beaucoup. OK. Merci à tous et à bientôt. Thank you very much. OK, merci à tout le monde. Merci. Thank you. Merci, au revoir. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup.
power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our